Coup de projecteur de l'éclaireur, Pascal Clairot avec vous. Je reçois aujourd'hui Éric Ferraille, président pour Auvergne-Rhône-Alpes de France Nature Environnement. L'agriculture et l'écologie sont-elles incompatibles? La réponse est bien évidemment non. En revanche, entre dictature du marché, folie bureaucratique et bonanza industrielle, le monde paysan souffre. Nous en parlons avec Éric Ferraille, professeur de médecine, néphrologue et surtout président pour Auvergne-Rhône-Alpes de France Nature Environnement. Éric Ferraille, bonjour, merci de prendre le temps de nous parler. J'aimerais savoir tout d'abord quelle est la position ou l'analyse que fait la France Nature Environnement de la crise agricole qui s'est manifestée ces dernières semaines, mais qui dure depuis au moins une trentaine d'années. Alors, ce qui s'est passé, on a quand même un tout petit peu l'impression que tout le monde attendait que ça arrive à un moment donné et que il y avait le syndicat majoritaire FNSEA-JA en embuscade depuis un bon moment. Ils n'attendaient que l'étincelle pour détourner à leur profit les revendications un peu protéiformes d'un monde agricole qui ne sait plus trop où il habite. Alors, le problème, c'est que depuis 30 ans, ça nous remonte aux années 90, ça remonte au traité de Maastricht et ça remonte ce truc qu'on avait, oui, l'OMC et tout ça. Voilà, et puis on a tous voté comme un seul homme, disant ouais, l'Europe c'est super, machin, sans comprendre ce qui allait nous tomber sur la figure. Et puis l'agriculture, elle a pris la même chose sur la gueule que tout le reste, en vrai. Avec des gens qui ont quand même tiré les marrons du feu. En gros, on est passé d'une agriculture un tout petit peu planifiée pour non seulement nourrir l'Europe, mais aussi exporter nos surplus à l'aide de subventions relativement colossales quand même, il faut bien le dire. Hein. Ça s'est arrêté à partir de 1900, non, c'était à peu près 95. Il y a toujours des subventions colossales, mais elles vont plus dans les mêmes bouches. Voilà, mais le pognon, il est toujours là, mais par contre, il ruisselle de manière différente, ce qui fait qu'il y a des gens qui ont perdu beaucoup dans l'histoire. Et puis parallèlement, comme les choses sont jamais simples, le mouvement de concentration propre au capitalisme s'est fait de plus en plus sentir avec, pour ce que je connais un peu, la concentration de la collecte du lait et avec pratiquement un tiers de la collecte totale nationale dans les mains d'une seule famille, pour ne pas les nommer, c'est l'entreprise Lactalis. Et puis il y a 2-3 gros opérateurs, et pour la viande c'est encore pire, il y a une oligarchie qui se partage le système, ce qui fait que du coup comme les éleveurs, parce que le problème vient essentiellement des éleveurs, alors c'est eux qui ont été les dindons de la farce, les éleveurs bovins, en fait, qui vivaient relativement correctement et qui sont des structures familiales, qui ont un niveau d'études souvent assez modeste et qui ne sont pas des grands gestionnaires d'entreprise. Ils ne sortent pas d'HEC. Ils n'ont pas fait l'ISARA comme les grands céréaliers qui sortent d'AgroParisTech. Donc c'est vraiment cette... Donc vous parlez donc bien, quand vous parlez des éleveurs bovins, vous parlez à la fois de la fin des quotas laitiers, parce qu'il y a ça aussi, qui dit éleveur, il y a aussi... Ça, c'est plus récent. Il y a d'abord eu les quotas laitiers qui les a... Moi, j'ai connu l'établissement des quotas laitiers sous Rocard. Mais les fameux montants compensatoires. Ouais, ça a fait du mal. Voilà. Et puis, il y a eu les gagnants de cette histoire qui ont racheté des quotas, etc., qui sont enrichis sur le dos des perdants, comme d'hab. Puis après, oui, il y a eu la fin des quotas laitiers. Moi, c'est encore une autre histoire. Mais ce qui s'est passé, en fait, il y a eu une très profonde mutation dans l'élevage bovin
qui est passé d'une économie, entre guillemets, quasiment de cueillette pour la viande, en tout cas. Hein. Quand j'étais enfant, on disait en Normandie, un éleveur de vaches à viande, il a qu'à écouter pousser l'herbe, à maintenant un métier de miséreux, parce que les structures ont dû s'agrandir, parce qu'on a poussé les gens à investir dans des bâtiments absolument immenses, forcément de vrais besoins. Et puis, on a introduit le roi maïs. Et là, c'était depuis les années 90. C'est une vraie mutation dans notre paysage agricole, hein, pour ceux qui savent les regarder. Si vous parcourez la Bretagne, c'est un immense champ de maïs d'est en ouest. Avant, c'était un paysage de prairies et de céréales à paille. Voilà, donc ça a complètement changé. C'est un nombre d'endroits, c'est comme ça. Le maïs, c'est un avantage, c'est que ça produit beaucoup de matière et beaucoup de sucre. Mais ça a pour corollaire la nécessité d'amener de la protéine si on veut avoir les effets, les bénéfices du sucre. Donc ça nous a contraint, enfin entre guillemets contraint. Ça a changé les modalités d'élevage, c'est-à-dire que les élevages qui étaient auparavant quasi en autarcie sur la ferme sont devenus dépendants de l'extérieur. Un, pour les semences de maïs. Et deux pour l'animal feed, ce qu'on appelle le fourrage, ouais. Voilà, et comme par hasard, l'Imagrin, la firme française, c'est un spécialiste du maïs. Et ça les a rendus complètement dépendants aux importations de soja pour compléter le maïs. Donc du coup, des fermes qui étaient quasi autonomes sont devenues complètement dépendantes, etc., avec des gens pour qui les notions de chiffre d'affaires et de compte de résultats sont globalement assez floues. Là-dessus, vous avez une complexification absolument diabolique. Des réglementations, oui, des réglementations en tout genre, enfin, qui n'étaient pas nécessaires, puisque c'est pas là, l'Europe n'est pas responsable, c'est typiquement l'administration française du ministère de l'Agriculture qui complexifie au maximum les normes avec la complicité absolue de la FNSEA, qui, ayant toutes les manettes des chambres d'agriculture de France et de Navarre, à quelques rares exceptions près, fabrique des filiales pour aider les agriculteurs, moyennant finance, à assurer leur paperasserie qu'ils sont incapables de faire. Donc, c'est-à-dire que le système, non seulement il se goinfre sur les prêts bancaires avec les bâtiments, le matériel, sur les semences, les engrais, les pesticides avec les COP, et la vente des produits d'importation avec les COP toujours. Et en plus, ils en mettent une couche derrière, l'assommoir, avec la complexité administrative fabriquée de toutes pièces pour que la Chambre d'agriculture s'en foute plein les fouilles par ses filiales que ces pauvres gens vont payer. Donc, les mecs brassent des tonnes de fric et se retrouvent à la fin du mois avec quasiment rien pour manger s'ils ne bouffent pas leurs propres bêtes et s'ils n'ont pas un potager. Et donc, pendant ce temps-là, certains agriculteurs en souliers vernis, comme on les appelle, depuis des années, s'en mettent plein les poches et n'ont plus rien à voir avec l'agriculture, mais sont en fait de purs financiers. Est-ce que c'est ce que tu es en train de nous dire ? Il y a tout. Alors oui, il y a ça. Il y a certains gros éleveurs qui ont réussi à tirer les marrons du feu du système en étant président de tel COP, en étant élu à la chambre, machin, truc. Donc à chaque fois, ça leur fait du fric en plus et ça leur permet de maintenir les gens sous coupe, etc. Donc au jour d'aujourd'hui, comme la seule solution qui pourrait s'avérer pérenne, c'est diminuer le cheptel et retourner à l'autonomie des fermes. Parce qu'autrement, comment voulez-vous en sortir quand vous êtes soumis à la volatilité du marché pour l'achat de la bouffe pour vos propres animaux ? Et quand vous vendez votre produit fini, de toute façon, vous êtes sous pression. Vous n'avez pas le choix. Il y a un abattoir dans votre bled.
il est tenu par exemple Charal, et puis si vous voulez pas vendre ce prix-là, bah, vos bêtes, vous les tuez vous-même dans la cour, mais vous n'avez pas le droit. D'accord, non, j'ai bien compris. Mais donc, cela est-il, enfin, revenir à cette agriculture, donc, on va dire qui prédate le milieu des années 90, hein, est-il possible sans une forme de protectionnisme? Parce que moi, je connais deux pays qui en Europe le font correctement, c'est la Suisse, que vous connaissez bien, et puis la Norvège, que moi je connais bien. Il y a un Ouais. protectionnisme attention, sur les produits agricoles, pas forcément les produits agricoles transformés, Oui, oui, il y a un il y a un protectionnisme clair, parce fort. qu'effectivement, vous essayez de faire Oui. rentrer 20 kilos de patates en Suisse, vous êtes attrapé à la douane, vous avez de gros problèmes. Alors que 500, Bah, 500 oui, kilos il d'euros. faut. Mais à la limite, oui, enfin, il y a un moment où on peut pas, enfin, ça dépend du but qu'on recherche. Encore une fois, si on dit le but c'est d'avoir des campagnes où il reste des fermes, de l'agriculture familiale, il n'y a pas tellement d'autres solutions pour préserver l'agriculture familiale. Maintenant, si on veut des fermes, des 1000 vaches et tout ça, on n'en a rien à foutre. Oui, mais ça ne Et changera on pas le a problème. vraiment l'impression que, bah si, ça change le problème, parce qu'à ce moment-là, c'est des industriels, Oui, mais c'est donc plus on des... est toujours au moins 10 ans, quoi. On est bien d'accord, il y a plus de, Ah bah, voilà. on fait de la merde. Voilà. Mais, mais là, aujourd'hui, vous avez en tout cas, encore une fois, un élevage bovin, viande, des gens qui font une qualité absolument incroyable et qui ne peuvent pas valoriser la qualité de leur production et qui la valorisent au même prix que la merde. C'est juste pas tenable. Parce que les mecs ont une conscience professionnelle et Non, ne veulent mais pas faire donc de la la question merde. qui se pose, effectivement, c'est encore une fois, je vais être un petit peu brutal et méchant, mais d'un État inepte qui est incapable, qui ne sait que Oui. réglementer et qui n'a pas le courage de réguler, ce qui est tout à fait différent. Pour réguler, c'est-à-dire Mais intervenir. il n'a pas le courage, il ne veut pas. Il ne veut pas réguler parce que je vous rappelle que l'agriculture, elle est co-gérée par la FNSEA depuis les années 50, que le ministère de l'Agriculture et la FNSEA, c'est blanc-bonnet, bonnet-blanc. C'est les mêmes personnes qui sont à la tête des champs d'agriculture, à la direction des champs d'agriculture. On fait les mêmes écoles qu'au ministère. Hein, ils s'échangent parmi. À la tête de la FNSEA, c'est exactement les mêmes personnes aussi. Tout ça est complètement consanguin, et puis c'est un pas de deux qui nous joue. Qui est surpris de ce qui s'est passé là? Enfin, c'était personne. C'était complètement chorégraphié, réglé. Euh, non, mais pas au début. Mais ça fait 3 ans qu'ils chauffent les troupes avec l'agribashing. Ils attendaient juste que l'étincelle se produise sans l'allumer eux-mêmes, comme ça personne ne pouvait les accuser de l'avoir allumé. L'administration le savait que ça allait arriver dans les mois qui allaient venir. Elle le savait très bien. Elle ne savait juste pas quel jour. Parce que même la FNSEA, ça ne savait pas quel jour. Et ils n'ont pas l'air tout à fait de maintenir leur base aujourd'hui, hein, cela dit. Hein. Ouais, bon, vous rigolez, vous avez vu comme ils ont pris le contrôle du truc? Comme sur des roulettes. Comme sur des roulettes. Et puis les mecs, les éleveurs qui manifestent, au bout d'un moment, il faut qu'ils aillent s'occuper de leurs bêtes. Donc, de toute façon, ils rentrent à la maison. Et vous n'avez pas échappé que c'est les céréaliers qui ont pris le relais après. Eux n'ont rien à foutre maintenant. Donc, on nous a baisés, mais jusqu'à la Que moelle. préconise la FNE? Bah non, on préconise depuis des siècles, enfin des siècles, toujours la reconnaît, enfin, un truc assez simple finalement, la reconnexion des fermes à la terre, c'est-à-dire que on produit sur une ferme ce qu'elle est capable de produire, ce qui n'est absolument plus le cas dans une région comme la Bretagne où vous avez d'immenses bâtiments d'élevage qui produisent des bêtes, mais avec de la nourriture qui n'est pas produite sur place à 80%. Ce qui vous arrivez après à des concentrations absolument délirantes, une pollution absolument délirante, des coûts induits pour la société qui sont monstrueux et cachés pour que quelques-uns s'en foutent plein les fouilles avec des esclaves modernes qui prennent tous les risques pour leur pomme financier, parce que s'il y a la grippe aviaire, le gars, bah, c'est lui qui est du voyage, et puis pas le gros salaud qui lui vend les poulets, les poussins, et qui lui achète ses poulets immangeables à 2 balles. Donc ce système-là, vous dites qu'il n'y a plus de politique agricole. Si, c'est le système que veut le Mais c'est pas gouvernement. une politique agricole, donc c'est une politique,
une politique d'industrialisation de l'agriculture. Ah bah si, ça fait du profit, ce système. Il y a des gens qui en retirent des bénéfices. Donc c'est une espèce, oui, une financiarisation, si vous voulez, avec une déconnexion complète de la production par rapport aux besoins, par rapport à l'environnement voilà, et une volonté derrière d'effacer complètement tout un pan de la population qui est déjà largement effacé, hein, puisqu'on s'en est pas rendu compte, mais enfin maintenant, il n'y a plus que 40% de la production française et des terres qui sont aux mains de l'agriculture familiale. Tout le mouvement est déjà en marche depuis un bon bout de temps, sans que quiconque ne s'en rende compte, au-delà de son cerveau reptilien. Donc nous, on voit avec effroi mourir sous nos yeux l'agriculture familiale pour la voir se transformer en voilà, des placements de type immobilier pour les terres et puis un productivisme effréné qui capte à la fois de la subvention, de l'aide à l'export, enfin bref. En fait, c'est que la boîte verte, de l'OMC, Voilà. qui n'est verte que pour cacher, Oui. comment dire le. Donc on est dans un système qui est complètement pourri, comme le reste d'ailleurs. Hein. Il est à peu près au même niveau de pourrissement que le reste de la société, donc il n'y a pas de raison que l'agriculture y échappe. Sortir de là, ben, vous voyez que c'est quand même très compliqué, puisque dès qu'il y a un mouvement, que ces gens qui veulent pas mourir essayent de dire on veut pas mourir, eh bien, tout de suite le mouvement est récupéré, les gros tracteurs sortent, les gars, on leur dit maintenant ta gueule, parce que sinon demain la COP elle achète plus ta prod, maintenant c'est nous qui parlons, et toi tu la fermes. Et puis nous, on va négocier au ministère des trucs qui n'ont rien à voir avec les revendications initiales, parce que je ne crois pas que les mecs demandaient l'abandon du plan Ecofito, ils demandaient simplement de vendre leur viande à un prix correct. Voilà, et c'est tout ce qu'ils voulaient, et qu'on les aide voilà, et pas vivre comme des mendiants, et avoir une certaine reconnaissance de produire une nourriture de qualité, ce qu'on peut leur offrir, cette reconnaissance. Mais ils se sont retrouvés à demander le désarmement de l'OFB, qui serait la seule police du monde à ne pas être armée face à des délinquants aussi dangereux que des braconniers professionnels en bande organisée, en criminalité organisée. Les mecs vont se faire descendre. Tout ça parce que la FNSEA veut plus de contrôle dans ces entreprises industrielles, et ça les fait chier. D'accord. Et donc, qu'en est-il de l'agriculture en Rhône-Alpes à ce niveau-là? Parce que elle est plus contrastée qu'ailleurs. Le Rhône-Alpes, c'est pas la Bretagne. Et on a des zones très, très. Au Rhône-Alpes, on a un peu de tout. Dans les plaines où il y a beaucoup de maïs, effectivement, on en voit de partout, c'est clair. Mais ça, c'est pas nouveau non plus. Hein. Non, on a tout de l'agriculture très vertueuse en Rhône-Alpes. On est la première région agriculture bio, notamment dans la Drôme, c'est le premier département, il ne faut pas l'oublier. Donc on a de l'agriculture extrêmement vertueuse, on a de l'agriculture de montagne dans la zone Beaufort qui est extrêmement vertueuse avec un cahier des charges qui est très rigoureux, un peu moins rigoureux pour le reblochon, un peu moins, hein, parce que ça permet quand même de magouiller pas mal. Un de mes bons amis était président du syndicat du reblochon, c'est un petit peu comment baigner traficote avec les possibilités. Vous avez pas eu quelques petits problèmes à la FNE avec certains enfants de la présidente actuelle du reblochon il y a 1 ou 2 ans? Si, mais c'est plus la même chapelle. D'accord. Elle, c'est la FNSEA pure et dure. Lui, c'était un des pères fondateurs de la Conf. Ah oui, d'accord, ouais. Et un des pionniers de la révolution verte des jeunesses agricoles catholiques, si vous voulez. C'était pas tout à fait le même niveau intellectuel non plus. Hein. D'accord. Jean Vachou, c'était quelqu'un qui avait quand même un certain niveau. Voilà, il avait lu autre chose que la France agricole, comme je peux me dire. Bon, bref.
Voilà, et puis vous avez dans la plaine de l'Inde, la sériculture intensive, la plus dégueulasse qui soit, avec de l'irrigation qui fout à plat les nappes. Et puis dans la plaine de Valence, l'arboriculture immonde, avec 10 000 traitements. Voilà, des trucs qui sont juste bons à jeter à la poubelle si vous voulez pas crever à 50 ans d'un cancer, quoi. Bon, vous exagérez Non, non, peut-être un petit peu. j'exagère pas. Quand on en est à 45 traitements sur une pomme, vous la regardez avec un drôle d'air quand même, la pomme. Non, on est d'accord Moi, je sur la les mange. vies, mais encore une fois, alors ça c'est Moi, je la mange pas, hein. non, mais d'accord. Non, mais je rappelle quand même que donc vous êtes professeur de médecine, néphrologue, c'est ça, ma spécialité. Oui. Donc forcément, donc vous savez ce qui passe dans les urines. Voilà. Donc Je sais ce qui passe dans les urines et ce qui passe dans le foie avant de passer dans d'accord. les Ah bon, d'accord. urines, accessoirement. Voilà. Donc, et puis vous avez le Massif central qui est une agriculture encore très familiale, et enfin pour la partie montagne, cantabrienne Ceux que les notamment. crétins ont osé se moquer, comme on a pu le voir sur France 2, là. La belle époque, c'est ça, non? Ou quelle époque ça s'appelle cette émission? Où ils disaient, ah, mais là, il vit chez sa mère, à deux, ils ont 12 dents, et non, mais c'était Oui, c'est insupportable. ça. Bon, bref. Insupportable. Voilà où là on a encore des espèces agricoles très traditionnelles et avec une agriculture encore très familiale et ma foi assez vertueuse, et des gens qui sont plutôt assez sympas quand on les connaît. Et ils sont très pauvres, très très pauvres. Alors ils sont pas tous très très pauvres non plus. Ils sont pas forcément tous très riches, ils sont pas tous très pauvres, il y a tout, ils sont quand même en zone AOC fromage où le lait est bien valorisé. C'est pas les plus pauvres, Et donc, c'est pas les plus qu'est-ce riches. que vous préconisez donc en matière de politique agricole pour sortir de cette spirale dont on semble que depuis 30 ans, on n'arrive pas à sortir? Ben, on peut pas y arriver parce que c'est toujours les mêmes qui sont là. Donc à partir du moment où c'est toujours les mêmes recettes, c'est toujours plus de mécanique, c'est toujours plus de chimie et c'est toujours plus de crédit pour brasser toujours plus de pognon aux dépens de pauvres gens qui sont juste là pour voir passer l'argent de la main droite à la main gauche et puis de l'avoir sorti de la caisse et puis se retrouver en conditions de précarité et condamné. Voilà. Enfin, ça ne changera rien. Si on décide pas de sortir l'agriculture des règles du commerce international, Donc, si attends, on, je peux même vous arrêter. Quand vous parlez de sortir enfin, l'agriculture, c'est-à-dire il non, faut c'est-à-dire sortir le prix des produits agricoles faut revenir à la politique agricole comme elle était avant 92. en 92, C'est ça, ouais. où les gens vivaient correctement de D'accord. leur travail et n'avaient pas cette espèce d'abattement qu'on sent aujourd'hui où les gens sont complètement déboussolés. Donc, il leur faut un bouc émissaire. Le bouc émissaire, il est tout trouvé, c'est ces connards d'écolos. Mais bah, aussi, écoutez, franchement, un petit peu. Vous êtes pas écologiste, vous êtes protecteur de l'environnement et de la nature, tout à fait différent. Vous. Mais Moi, je suis pas écologiste, non. je pense qu'ils participent également au système, non? Ah, bah, ils sont perdus. Europe Écologie Les Verts, je sais même plus qui c'est, moi. Je sais, ils se sont perdus, comme le reste d'une grande partie de la gauche française s'est perdue. Je sais pas dans quel monde ils vivent, dans quel égarement. Ah bah à Paris. Voilà. Oui, mais enfin à Paris, tout le monde n'est pas à ce niveau de déconnexion et moi, je sais pas. Moi, j'appelle ça de la perversion mentale. Enfin bref, C'est extrêmement bizarre. Hein. Moi, je c'est comprends pas. extrêmement bizarre. C'est un comportement suicidaire. Enfin. Mais en fait, ils sont tous urbains à la base, quand on regarde bien. Tous urbains, il n'y en a pas un qui connaît. Mais ils n'y connaissent rien, c'est ça le Hein. problème. C'est que le problème de l'écologie dite politique, c'est que vous avez les gens qui connaissaient quelque chose sont partis depuis longtemps de ce parti. Hum, Parce hum. qu'ils ont compris que ça allait nulle part, qu'il était gouverné par des fous qui viennent tous de l'extrême gauche trotskiste
dès qu'il y a une tête qui dépasse, il la coupe, Ouais. et que l'écologie, ils en ont strictement rien à battre. Et que tout ce qui compte, c'est de s'engueuler pendant 20 ans sur la place de la virgule, sur la motion XY, et puis de défendre la nouvelle minorité à la mode qui vient de sortir. Quoi. Mais et ils connaissent rien à rien sur le plan technique. Enfin, C'est c'est effrayant, ouais. effrayant le niveau d'indigence environnementale d'un Éric Piolle ou d'un Grégory Doucet même, hein, ou qui sais-je, d'une Rousseau, ou de la plupart de nos élus régionaux. Hein. Enfin, Tondelier ou même, on va remonter plus loin, d'une certaine ministre de l'Environnement qui nous a fait un travers, Dominique Voynet, qui n'y connaissait rien. Oui, elle n'y connaissait rien. Rien du tout. C'est extraordinaire. Hein. Comment un parti écologiste peut-il donc être construit avec des gens qui ne connaissent rien, enfin non pas à l'écologie, en tout cas à la nature et à l'environnement, parce que c'est quand même des... Voilà, donc il y a un vrai problème de l'écologie politique en France. Vous parliez de la Suisse, il est le même en Suisse. Les écologistes genevois sont tout aussi déconnectés que les écologistes français. Et quand on dit aux gens, mais bon, voilà, donc on se retrouve avec des étiquettes à la con, et puis dans une société qui a changé, qui a basculé en 2008, hein, c'est vraiment le point de bascule, c'est l'environnement, ça commence à bien faire de Sarko, on est passé d'une société où on avait l'impression qu'on allait pouvoir discuter de tout avec tout le monde et se mettre d'accord avec des compromis, tiens, comme en Suisse. Et on s'est relevé à la gueule de bois, l'écologie, ça commence à bien faire. On s'est retrouvé bouc émissaire du jour au lendemain d'un président bête et méchant. Donc, et ça n'a pas changé depuis, hein, c'est de pire en pire, et ça n'a pas échappé à la FNSEA. Et du jour au lendemain, nos relations qui étaient cordiales avec ce syndicat, hein, enfin nous, association, on travaillait avec. Hein. Moi, j'ai connu pour travailler avec tout le monde en plus, Oui, effectivement. oui. Non, mais on travaillait localement, en tout cas, en assez bonne intelligence, sur certains sujets, en tout cas. Et du jour au lendemain, on s'est retrouvés désignés comme l'ennemi et les mecs à couvrir de paille et de purin, quoi. Et, et comme les troupes, elles sont imprégnées dès leur plus jeune âge, parce que ce qui est terrible dans ce monde-là, c'est que les survivants de ce monde paysan en perdition, qui dans 30 ans n'existera plus du tout, les survivants vivent entre eux et qu'entre eux, et sont captés dès le lycée agricole. Donc ils vont tous au lycée agricole. Donc ils restent entre eux, surtout. Surtout, ne voyez personne d'autre, ne parlez à personne d'autre, ils ne vous aiment pas. Ils sont endoctrinés par un seul syndicat au lycée agricole, on ne voit que les JA. Ma fille a fait un lycée agricole, on parle en connaissance de cause. On ne voit qu'un seul syndicat. Les JA qui sont là, omniprésents, qui distribuent les quêtes, machin, qui invitent à les fêtes. Et après, dès leur sortie, ils sont intégrés dans le groupe JA local, qui devient un groupe exclusif de potes, et ils se voient toutes les semaines. Et les réunions de JA local sont strictement encadrées et contrôlées par un salarié du syndicat qui fait les ordres du jour, qui fait les comptes rendus et qui dit ce qui doit être dit. Et là, vous avez donc la piétaille, les soldats. Et c'est les soldats qu'ils ont fait monter au front là, pour bloquer les routes et qui répètent en boucle le discours officiel. Et vous avez une organisation qui est absolument incroyable, imparable. À ce point-là. Mais bien sûr, vous croyez quoi? C'est Je ne crois rien, moi je vous pose la question. C'est comme ça partout en France. D'accord. Partout en France. Donc vous avez ces... Alors il y a après quelques-uns, il y en a qui se radicalisent, et ceux qui se radicalisent, ils partent à la coordination rurale. D'accord.
Vous préconisez quoi pour sortir de cette impasse? Et ben, c'est extrêmement compliqué de sortir de cette impasse parce que l'emprise de la FNSEA sur le monde agricole, enfin sur les survivants des familles, enfin des familles historiques d'agriculteurs est terrible. C'est une emprise quasi totale. Hein. C'est une, comment dire, c'est de l'endoctrinement. Donc il faut déradicaliser, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très compliqué de. Après, la seule chose que vous pouvez faire, c'est revenir à un modèle où on revient à une certaine forme de paix sociale parce que le travail est rémunéré correctement, les esprits s'apaisent et les soucis s'amoindrissant, on peut espérer que les cerveaux recommencent à fonctionner un peu. Puisque quand vous êtes dans la merde jusqu'au cou, vous ne réfléchissez pas. Vous ne pouvez pas. Après, il y a une option de l'agriculture française qui est de faire de la quantité et pas de la qualité, alors qu'en termes de quantité, en concurrence libre et non faussée, on peut pas y arriver. De toute manière, la PAC, quand on la regarde à l'origine, ça c'est aussi assez temps de revenir. La PAC à l'origine, avait effectivement, depuis 1951, l'objectif de s'assurer que l'Europe fut autonome en matière alimentaire. Voilà, mais pas que. Mais pas que. Il y avait dès le début la conscience d'une agriculture qui, d'une, était à la fois vertueuse et deuxièmement, qui était fondamentale à la souveraineté des pays. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il fallait... La notion de garantie du revenu agricole était fondamentale depuis le début. Ben si, mais c'est pas ce qu'on veut faire, comme dans plein d'autres domaines où l'Europe, on a l'impression qu'elle n'est plus aux mains des Européens et qu'elle est aux mains de gens qui sont payés pour la ruiner. Quoi. En termes industriels, c'est pareil. On se dit, mais tout le monde fait du protectionnisme, tout le monde régule les entrées, sauf nous. Tout le monde protège ses entreprises des acquisitions étrangères, sauf nous. Et dit combien de temps on va pouvoir rester open bar et décrocher comme ça, avec une population qui se paupérise, et donc qui se dirige évidemment irrésistiblement vers une extrême droite qui n'attend qu'une chose, c'est prendre le pouvoir pour piller le pays et le mettre en coupe réglée parce que eux, ils ne sont pas encore enrichis. Donc, c'est un truc infernal. Et bref, ces pauvres agriculteurs, après, il y a quand même, si je dis pas de bêtises, à peu près 9 milliards de PAC directs et puis une vingtaine de milliards d'aides toutes confondues pour l'agriculture. C'est quand même pas rien. On récupère peu ou prou directement ce qu'on donne. Comment se sort-on de cette impasse alors ? Après, c'est la manière dont on distribue la manne. Hein. On distribue la manne à la surface. C'est-à-dire que plus l'exploitation est grosse, plus elle touche à l'hectare, de manière linéaire. Donc vous avez intérêt à avoir 1000 hectares, même si vous en cultivez que 500, vous touchez la PAC. Ça, si c'est pas pervers comme système, alors que... Enfin, en gros, il y a un syndicat sur lequel on est assez bien aligné, qui est la Confédération paysanne, mais il a une étiquette gauchiste qui fait que dans le monde agricole, ça passe pas bien, puisque c'est quand même traditionnellement un électorat de droite, catholique et de droite. C'était quand même les Jacques, c'était catho derrière, et traditionnellement, c'est pas une idéologie gauchiste au milieu des champs. Ce syndicat a jamais réussi à occuper la place qu'il aurait dû occuper, alors qu'il défendait réellement les intérêts de l'agriculture familiale dans toute sa diversité, avec une production de très bonne qualité, pas forcément bio, mais de très bonne qualité, raisonnable sur tout le territoire. Il se trouve qu'ils sont quantité négligeable, que c'est comme s'ils n'existaient pas, bien qu'ils représentent 25% des agriculteurs quand même. Mais
c'est une minorité invisible. En gros, voilà, c'est des gens qui ont un modèle agricole qui essaye d'avoir un modèle agricole qui n'est pas le modèle dominant. Bref, ce modèle-là n'est pas valorisé. Il y a l'argent il est là, l'argent il va pas aux bons endroits. Après, il y a le problème de la dette, en fait. Ce qui empêche les gens de changer de modèle, c'est... Le crédit agricole qui n'a d'agricole que le nom. Il y a deux choses. Il y a la dette, la pression sociale. C'est-à-dire que si tu changes, t'es agriculteur dans une commune, il en reste... une commune, il en reste souvent qu'un. Disons que dans un canton, on va dire, il y en a une dizaine. Il y en a un qui veut changer son modèle, c'est un traître. Et il va avoir un nombre d'ennuis. Déjà, il n'ose même pas y penser pour ne pas subir le regard des autres. Et en plus, par malheur, il osait y penser. Il ne peut pas le faire parce qu'il est tellement pris à la gorge par le système des prêts et de l'exploitation trop grande. Donc, il faut changer le matos tout le temps parce que si vous avez la panne, la faucheuse rotative qui pète au milieu de la période des foins et que vous avez une fenêtre d'une semaine pour foiner, vous êtes du voyage. Vous renouvelez votre matos, il est flambant neuf, mais vous le renouvelez quand même avec un nouveau crédit. Et puis pourquoi pas, je ne prendrai pas le tracteur un peu plus gros parce que de toute façon, le modèle d'avant n'existe plus. Et je m'en recolle encore derrière les oreilles, ainsi de suite. Et le mec, il finit pendu dans sa grange. Et pourquoi ne pas retourner à l'énergie animale? C'est quelqu'un qui a jamais... non, avec les chevaux, quand on dit qu'on a un cheval qui va à moitié bien, on le garde. Ouais, non, c'était une horreur. Il faut pas être nostalgique. Non, mais la nostalgie de l'agriculture de nos grands-parents, c'est fini, ça. On veut pas revenir à ce modèle-là. On va revenir à une agriculture, voilà, qui permet aux gens de vivre. D'abord dans un cadre de vie qui soit pas absolument dégueulasse, parce que on s'en rend pas forcément compte. Mais quand on est dans un cadre de vie, on est dans une plaine céréalière immonde, avec comme perspective le silo à grains et le tas de pneus dans la cour, je suis pas sûr que voilà, le lever tous les jours soit super sympa. Et puis, et puis les systèmes culturaux qui permettent d'éviter les externalités négatives. Aujourd'hui, je vous donne un exemple, les pesticides, a priori, c'est pas moi qui le dis, c'est la Caisse des dépôts et consignations, donc comme écolo. L'agriculture intensive, comme on dit, industrielle, coûte 2,5 fois ce qu'elle rapporte à la société. C'est-à-dire que nous, derrière, entre les coûts de traitement de la flotte qui est polluée sur les 2 tiers du territoire, la totalité de nos réserves d'eau souterraines sont polluées par des dizaines et des dizaines de molécules, au point qu'on relève artificiellement des seuils de 10 fois pour continuer à distribuer de l'eau soi-disant potable aux gens. Et les maladies derrière qui sont induites, il nous a quand même pas échappé que le cancer est devenu la première cause de mortalité en France et en Europe et bientôt dans le monde. Mais c'est pas parce que les gens ont moins de maladies cardiovasculaires, c'est parce qu'il y a plus de cancer. Et ça vient pas de nulle part. Et que toutes ces molécules, quand on regarde, c'est quand même elles vont bloquer des processus biologiques, je veux dire. C'est quand même le but du jeu, c'est l'attaque du vivant. Il paraît qu'on a quand même un certain nombre de molécules en commun, même avec une plantouse, même avec un putain de champignon ou une saloperie de bactéries. Ce qui fait qu'un truc comme les SDHI, par exemple, ce nom, la succinate déshydrogénase, ou complexe 1 de la mitochondrie, aïe. Quand on dit comme ça fait déjà plus mal. C'est la chaîne respiratoire qui produit l'ATP de toutes nos cellules. Et on balance des tonnes d'inhibiteurs de cette merde dans la nature sans s'en préoccuper. Vous vous rendez compte? Là, on sait, je veux dire, on sait comment ça marche, on sait même comment ça marche. Et on fait en nous disant, mais non, braves gens, parce qu'on sait très bien que les merdes, elles vont apparaître dans 20 ans ou 30 ans. Et ça, voilà, donc... Je repose ma question, comment sort-on de cette impasse? Donc, pour sortir de ce système-là, il n'y a pas 50 000 choses. Après, il n'y a que des assolements, des techniques agronomiques qui existent. On dit qu'il n'y a pas d'alternative. Non, il n'y a pas d'alternative si on veut faire du maïs sur 1 000 parcelles tous les ans. Ça, il n'y en a pas.
Il faut idéalement, il faudrait 7 cultures qui tournent une fois par an. Le problème, c'est qu'on n'a pas les filières. Donc nous n'avons plus de politique agricole. C'est là où la puissance publique a un rôle à jouer énorme. C'est que si elle ne met pas les filières de valorisation, voilà, on vous dit, allez, vous allez cultiver du pois. Je vais cultiver du pois, je suis un bon élève. Allez, on me dit, mais j'ai pas de filière de valorisation de mes pois. Qu'est-ce que j'en fais de mes pois? Je me les enfile un par un. Et ça, c'est pas insoluble, hein. Générer des filières, c'était le boulot des COP avant. Les COP, c'est devenu les marchands du temple. C'est-à-dire, je te vends toute la merde que tu dois mettre, je te dis même la dose que tu dois mettre, le produit que tu dois mettre, c'est celui-là, tu poses pas de questions, tu prends cette semence-là, et après, je t'achète ta cam, et puis on fait rebelote l'année prochaine. Et on a l'impression que ça appartient aux agriculteurs. Mon cul, il y en a un, ouais, qui est président, et ceux qui sont conseils d'administration qui touchent du rond pour entuber tous les autres. Et ceux-là, ils veulent pas que ça change, ça c'est sûr, parce qu'ils en gagnent des paiements. Donc, oui, alors si la COP ne fait pas son boulot, il faut que quelqu'un le fasse à sa place. Structurer des filières, on est bien capable de structurer une filière de méthanisation. Donc, je vois pas pourquoi on n'arriverait pas à structurer une filière de soja où il faut le triturer pour qu'il soit consommable. Ouais, très bien. Voilà, on dit on veut de la protéine européenne et du soja. Oui, mais vous êtes bien gentils, les mecs. C'est pas que les gens ne veulent pas cultiver, c'est qu'ils n'ont pas de débouché pour leur culture. Donc, il y a un truc là structurel, il y a un truc de rediriger les subventions sur les pratiques vertueuses pour changer les choses, et puis racheter les dettes des gens qui sont endettés jusqu'au trognon, qui veulent changer de système pour un système où ils retrouvent au moins 80% d'autonomie sur leur ferme, parce qu'au-dessous de 80%, c'est pas viable. Et que les gars arrivent à refaire un peu de céréales, même si l'année X, ça coûte un peu plus cher de les faire soi-même, mais l'année Z, où ça coûte 10 fois plus cher de les acheter que de les faire, ils sont pas du voyage parce qu'ils ont à peu près toujours le même coût et que c'est prévisible. Et vous avez aussi les filières, la valorisation de ce qu'on ne sait pas faire en France, à part pour le fromage, on a fait, pour le pinard, on a fait, mais pour la viande, on ne fait pas pour des raisons de pur lobbying des trois oligarques de la bidoche. C'est-à-dire qu'on n'a que deux IGP viande. Une dans le Maine, voilà, qui est toute petite, et puis une autre encore plus microscopique sur les monts Mézin. Le gars là qui a fait le premier, la Bailey, qui a fait les barrages, je crois que c'est de la Gascogne qu'il avait, mais il devait faire une production à tomber par terre de qualité. Ce gars-là, il est payé des clopinettes. Les gars qui sont dans l'Aubrac, le plateau, vous avez dans l'Aubrac les troupeaux de vaches à Saubrac. Mais les mecs, ils vendent ça et vous vendez ça le même prix que la saloperie de vache de réforme. Après, vous avez c'est tout l'enseignement agricole qu'il faut changer. Lorsque vous avez comme notion, il faut produire beaucoup, quel que soit le prix à payer. L'important, c'est de produire. Il faut nourrir le monde, les gars. Ouais, la France va nourrir le monde. Il faudrait déjà qu'elle se nourrisse elle-même d'abord. On ne le fait plus. Parce que quand on doit importer du soja de l'étranger pour fabriquer des porcs, c'est qu'on ne se nourrit plus. Voilà. Je vais prendre l'exemple d'une vache d'abondance. Une vache d'abondance, ça fait pas beaucoup de lait, ça fait 3. Allez, si vous les faites vraiment en extensif, vous avez 3000 litres de lait par an. Si vous commencez à pousser un peu sur la bête, vous avez 4000. Si vous tirez à fond comme une brute, avec des compléments et machin qui vont vous coûter une blinde, vous faites 5000. Et le prix à payer pour 5000, vous risquez 1, 2 ou 3 mammites dans l'année, vous allez foutre le lait à la poubelle et appeler le veto. Vous vous rendez compte ce qui coûte les derniers 1000 litres? C'est énorme, alors que vous gagnez, en vrai, vous auriez intérêt, au lieu d'avoir 2 vaches, d'en avoir 3 et de faire 3000 litres. C'est ça là, qui n'existe plus, c'est-à-dire que... J'en reviens au fait que nous n'avons plus de politique agricole. Non, mais même là, c'est pas de la politique agricole, c'est de la conduite d'exploitation. Et il n'y a plus de régulation. Oui, mais même là, indépendamment de toute régulation, vous avez des entreprises qui sont gérées en dépit du bon sens, parce que on a endoctriné des gens sur
Le système est tellement pervers que vous devez avoir un centre de gestion pour vous occuper des finances. Hein. Voilà, vous allez au CER. Vous pouvez trouver un cabinet comptable pour 2 fois moins cher en moyenne, qui vous fera le même boulot. Mais si vous prenez un cabinet comptable, vous avez un contrôle fiscal tous les ans. Si vous allez au CER, vous avez 0. Ça s'appelle pas du racket, ça. Et vous n'avez pas le droit à votre centre de gestion, encore, vous pouvez le choisir, mais eux pas. Vous avez la MSA, et puis c'est ta gueule. Si. Et tout comme ça. Donc il faut, voilà, vous avez un système qui est pas très, finalement, qui serait assez simple à alléger. Hein. Je veux dire, les normes sanitaires, on ne va pas les alléger. Les normes sanitaires sont importantes. Ça évite d'être malade quand on bouffe. Éric Ferraille, merci beaucoup.